L'homme le plus riche de Rome, Crassus, envahit la partie pour la gloire, mais 20 000 Romains périrent sous les flèches à Carrée. Son fils fut décapité devant ses yeux. Quand il tenta de négocier, les Parthes lui versèrent de l'or fondu dans la gorge comme châtiment de son avarice. Pourquoi le plus riche citoyen romain choisit-il une voie si brutale vers le pouvoir ? Qu'est-ce qui pousse un homme qui a déjà tout l'argent du monde à vouloir mener de sanglantes batailles pour la célébrité ? Pour Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche de toute Rome, la réponse était simple. Il voulait un pouvoir à la hauteur de celui de ses amis Jules César et Gnaeus Pompeius Magnus. Crassus faisait partie d'un groupe spécial appelé le premier triumvirat, mais contrairement aux grandes victoires de César en Gaule ou au succès de Pompée à l'Est, tout le monde ne connaissait Crassus que pour son argent. Pas pour être un grand soldat. À Rome, c'était un problème mortel. En 54 avant notre ère, Crassus décida qu'il devait changer cela. Même s'il avait 60 ans, il posa les yeux sur la Parthie. C'était l'ennemi puissant de Rome à l'Est. La Parthie était située là où se trouvent aujourd'hui l'Iran et l'Irak. L'Empire parthe était un ennemi redoutable. Les gens craignaient leurs cavaliers et leur intelligence au combat. Crassus pensait pouvoir les vaincre rapidement. Il croyait qu'il deviendrait encore plus riche et que la frontière orientale de Rome s'étendrait sous son nom. Mais le Sénat n'avait jamais officiellement dit oui à sa guerre. Ce n'était pas une guerre que Rome devait mener, c'était une guerre juste pour faire en sorte que Crassus se sente important. Crassus marcha vers l'Est avec environ 7 légions. Cela représentait environ 40 000 fantassins, plus plusieurs milliers de cavaliers et des troupes supplémentaires. Il traversa le fleuve Euphrate en 53 avant notre ère sans aucun problème. Certaines personnes lui dirent de faire attention. Le roi arménien Artavasdes II exhorta Crassus à attaquer par l'Arménie à la place. Les montagnes là-bas empêcheraient les puissants cavaliers parthes d'être aussi dangereux, mais Crassus déclina ce conseil. Il voulait un chemin direct, une victoire rapide et surtout la gloire acquise à la manière romaine. Plutarque était un historien qui écrivit plus tard à ce sujet. Il dit que Crassus ne cherchait pas seulement la célébrité, il avait une soif insatiable de richesse. Crassus croyait que personne ne devrait être qualifié de riche s'il ne pouvait pas financer une armée. L'armée de Crassus s'enfonça plus profondément en Mésopotamie. Il pensait que l'ennemi était faible et croyait que les Romains ne pouvaient pas perdre. Ce qui se produisit par la suite devint l'un des pires embarras de la longue histoire militaire de Rome. C'était quelque chose dont Crassus ne reviendrait jamais. La bataille de Carrhae est une défaite romaine écrasante. Les vents soufflant à travers les plaines de Mésopotamie n'apportaient aucun avertissement avec eux, juste de la poussière, du silence et le destin de la fierté d'un empire. Crassus et ses soldats marchèrent vers l'Est, confiants dans les armes romaines. Ils ne pensaient pas que les Parthes pouvaient représenter une réelle menace. Après tout, ils étaient des barbares. Ou du moins, c'est ce que beaucoup de gens à Rome croyaient, mais l'Empire parthe n'était pas une petite tribu faible, c'était une puissance bien entraînée et intimidante. Leurs forces militaires venaient des archers montés qui pouvaient tirer avec une précision parfaite. Ils avaient aussi des cataphractes, des cavaliers lourdement armés qui allaient bientôt laisser leur empreinte dans la mémoire romaine. Les deux armées se rencontrèrent près de la petite ville de Carrhae. Aujourd'hui, nous appelons cet endroit Harran, dans le sud-est de la Turquie. Cela se passa autour de mai 53 avant notre ère. Les forces parthes étaient dirigées par un général nommé Suréna. Les écrivains romains l'appelaient Surénas. Il avait peut-être entre 10 000 et 12 000 hommes. Les légions romaines en avaient beaucoup plus. Mais ce que les Parthes manquaient en nombre, ils le compensaient par d'autres moyens. Ils connaissaient mieux le terrain, avaient des méthodes de combat plus intelligentes et leurs archers montés étaient mortellement rapides. Crassus ignora les conseils de ses généraux et de ses amis locaux. Il arrangea son armée en forme de carré sur la plaine ouverte. C'était la mauvaise formation pour combattre des cavaliers rapides. Les Parthes commencèrent leur attaque. Mais ils ne chargèrent pas directement vers les Romains. Au lieu de cela, ils envoyèrent des vagues
vague de flèches de la part de leurs archers montés. Ils utilisèrent une astuce maintenant appelée le tir part. Ils tiraient des flèches en fuyant, ne laissant jamais aux Romains une cible sur laquelle ils pouvaient réellement se battre. Le soleil tapait alors que les heures passaient. Les boucliers romains étaient remplis de flèches. Le sol était couvert d'hommes blessés et mourants. Chaque fois que les Romains tentaient d'attaquer, les archers se retiraient. Chaque fois que les Romains s'arrêtaient, plus de flèches leur volaient dessus. L'infanterie lourde romaine était l'épine dorsale de l'armée de Crassus. Mais ils ne pouvaient rien faire. Ils faisaient face à des ombres et mouraient sous le ciel. Un officier romain, Publius Licinius Crassus, était le propre fils de Crassus. Il mena une charge pour percer les lignes partes. Lui et ses hommes furent encerclés. Après un combat acharné mais désespéré, Publius se suicida pour éviter d'être capturé. Les Parthes lui coupèrent la tête et la défilèrent devant les lignes romaines. C'était un signal horrifiant que tout avait chaviré. Plutarque rapporta que lorsque Crassus vit la tête de son fils, il ne pleura ni ne réagit comme les hommes lorsqu'ils sont tristes. Il se tenait simplement en silence, tenant son épée, comme s'il était stupéfait par la cruauté du destin. La bataille se poursuivit pendant un deuxième jour. Les Romains n'avaient pas d'eau, pas d'espoir et pas de bon commandement. Ils commencèrent à s'effondrer. Crassus essaya de négocier une retraite, mais ses forces étaient dispersés partout. D'environ 40 000 soldats qu'il avait amenés, plus de 20 000 furent tués et 10 000 faits prisonniers. C'était l'une des pires défaites de l'histoire romaine. Les légions fières furent détruites, pas par une armée plus nombreuse, mais par une qui était mieux préparée. L'héritage de Carès ne se mesurait pas seulement en sang et en pertes. C'était l'humiliation d'une république qui croyait qu'elle ne pouvait jamais perdre. Et pour Crassus, ce n'était que le début d'un chapitre encore plus sombre. Son erreur finale était encore à venir, à la table des négociations. Punition Parthes, une mort scellée par l'or. Après le massacre à Carrhae, ce qu'il restait de la force autrefois puissante de Crassus était brisé. Ils n'avaient pas de chef, ils étaient épuisés et remplis de peur. Le rêve romain de conquérir l'Est n'avait pas seulement échoué, il s'était effondré dans le chaos. Alors que la nuit tombait sur les plaines vides, Crassus avait été jadis l'homme le plus riche et le plus puissant de Rome. Maintenant, il était un homme désespéré, entouré de sable étranger et de flèches ennemies. Le général Parthe Surena était connu pour être à la fois un brillant leader militaire et théâtriquement cruel. Il proposa un accord. Il dit qu'il pourrait y avoir une trêve et un passage sécurisé si Crassus venait en personne pour négocier. Cette suggestion divisa les officiers romains survivants. Certains croyaient que c'était un piège, d'autres étaient consumés par la peur et voulaient tout espoir de salut. Ils exhortèrent Crassus à accepter. L'homme qui avait autrefois contrôlé des districts entiers de Rome grâce à sa richesse n'avait maintenant aucun chemin clair à suivre. À contre-cœur, Crassus accepta. La rencontre fut fixée en dehors de la ville de Carès, près de la rivière Balissus. Crassus arriva avec un petit groupe d'officiers. Surena apparut dans toute sa cérémonie. Il portait de la soie royale et était entouré d'une garde de cavalerie intimidante. Plutarque rapporte que les Parthes aussi agirent polis au début. Ils offrirent de la nourriture et des boissons. Ils insistèrent, pour que le traité soit scellé par un défilé traditionnel à cheval. Mais alors que les Romains montaient à cheval, les tensions s'intensifièrent. Certains récits disent que c'était un tour planifié, d'autres affirment que c'était un malentendu. Quoi qu'il en soit, le chaos éclata. Crassus fut saisi par les troupes parthes. Ses gardes furent tués. L'homme le plus riche de Rome était désormais un prisonnier. Ce qui suivit devint l'une des punitions les plus infâmes de l'histoire ancienne. Les Parthes savaient tout de l'obsession de Crassus pour la richesse. Ils imaginèrent une mort qui transformerait sa cupidité en justice poétique. Dans un acte grotesque de moquerie, Surena ordonna que de l'or fondu soit versé dans la bouche de Crassus. Ses ravisseurs le maintinrent et lui ouvrirent la bouche de force. Puis, dans un acte symbolique de cruauté, de l'or fondu fut versé. Cela transforma sa légendaire cupidité en une ironie fatale.
Les sources anciennes décrivent le moment comme à la fois théâtral et brutal. Cela se déroula en silence comme un message sinistre à Rome. Ce n'était pas seulement une exécution, c'était un message. Une déclaration à Rome que la partie ne se laisserait pas intimider, que l'or ne pouvait pas acheter la victoire et que l'arrogance avait un prix. Sa tête et ses mains furent ensuite envoyées à la cour Parthe. Elles furent utilisées dans les des performances théâtrales. Elles furent ridiculisées devant des audiences royales comme Deia, symbole de la défaite de Rome. Certaines sources suggèrent que la tête de Crassus fut même livrée au roi arménien Artavasdès II. Elle fut utilisée dans une tragédie grecque jouée pour le roi Parthéorodès II qui célébrait le mariage de son fils. Certaines sources romaines remettent en question la réalité de l'or fondu ou si le récit avait été exagéré. Mais l'acte est profondément enregistré dans la littérature ancienne. Même l'historien romain Cassius Dio, qui écrivait plus prudemment, note que Crassus fut tué et sa tête envoyée au roi, avec des histoires de son sort répandues comme un avertissement. Le poids symbolique de la mort de Crassus dura bien au-delà du champ de bataille. Il avait mis en jeu son héritage sur la conquête, mais n'avait trouvé que la ruine. Il poursuivait la gloire et l'or et fut réduit au silence de parler d'eux. La République, ébranlée par sa défaite, ne regarderait plus jamais l'Est avec le même sentiment d'invincibilité. L'homme le plus riche de Rome ne mourut pas avec honneur, mais dans l'humiliation. Son dernier souffle ne fut pas noyé dans le sang, mais dans l'écho fondu de sa propre ambition. La mort de Crassus à Carrhae, c'était plus que la chute d'un homme. C'était l'effondrement de l'arrogance romaine devant un monde qu'elle pensait être en dessous d'elle. Son ambition redessina la frontière orientale. Elle provoqua des décennies de rivalité romaine-parthe et elle montra que la richesse et la fierté ne valent rien face au terrain, aux tactiques et au destin. Où elle nous rappelle que l'histoire punit ceux qui ignorent ses limites. Pourquoi pensez-vous que Rome a sous-estimé les Parthes et quel coût cela leur a-t-il imposé au-delà des vies perdues? Commenté ci-dessous, comme l'écrivit Cassius Dio, et les Parthes, comme certains le disent, versèrent de l'or fondu dans sa bouche en moquerie, car bien comme de grandes richesses, il avait tant de considération pour l'argent qu'il pouvait avoir pitié de ceux qui ne pouvaient soutenir une légion enrôlée de leurs propres moyens, les regardant comme de pauvres hommes.